Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Joséphine Cotias et je vais vous faire la présentation du Covid-19, un an après, les séquelles à long terme, avec quelles attentes, quelles séquelles, la prévention et la rééducation, sachant qu'il va y avoir pas mal de répétitions, mais je vais aller rapidement sur les premières diapos vis-à-vis des présentations précédentes. Donc je n'ai pas de lien d'intérêt. Au début de l'infection, on l'a vu, le virus il va cibler les cellules épithéliales nasales et bronchiques, ainsi que les pneumocytes qui tapissent les alvéoles. Donc, après infection de ces cellules, on va avoir une accélération de la réplication virale qui va entraîner différentes conséquences. Ces conséquences vont se caractériser par une réaction inflammatoire, mais aussi une infection des cellules endothéliales. Et ce phénomène va accentuer en fait la réponse inflammatoire de l'infection. Dans les stades tardifs de l'infection, on peut retrouver en fait plusieurs phénomènes. D'abord, on va avoir un épaississement de la paroi des alvéoles et qui peut s'ensuivre d'un œdème pulmonaire remplissant les espaces alvéolaires, ce que l'on rencontre souvent dans la phase précoce du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et dans un dernier temps, l'inflammation des tissus pulmonaires et des cellules endothéliales pulmonaires peut entraîner la formation de microthrombus et contribuer à l'incidence élevée de complications thrombotiques. Ainsi, on a pu voir que ce virus, il a d'abord un point d'appel respiratoire, mais qui peut, en fait, par ses atteintes, en fait, se généraliser sur plusieurs plans. Concernant les atteintes multiples du Covid-19, elles couvrent plusieurs champs tels que le cardio-respiratoire avec des pneumonies, syndrome de détresse respiratoire aiguë et des lésions cardiaques avec des événements thromboemboliques, veineux et artériels. On a aussi au niveau gastro-intestinal, hépatique et rénal avec des lésions rénales aiguës et lésions hépatiques aiguës. Et enfin, des manifestations neurologiques, notamment avec des troubles de la conscience et maladies cérébrovasculaires. Donc, parmi les patients hospitalisés du Covid-19, environ 17 à 35% sont traités en réanimation, le plus souvent en raison d'une insuffisance respiratoire hypoxémique. Au sein de cette même population, 29 à 91% vont nécessiter une ventilation mécanique invasive. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en plus de cette insuffisance respiratoire, ces patients peuvent développer des multiples complications liées au Covid-19 et ou à la réanimation. Donc, les patients y recevaient de la ventilation mécanique prolongée avec des doses de sédation profonde, mais également des doses de corticostéroïdes très importantes. C'est ainsi qu'il était normal d'imaginer des conséquences sévères de la réanimation pour ces patients. Donc, concernant les séquelles de la réanimation, elles sont connues et multiples, telles que les neuromyopathies de réanimation, les troubles de la déglutition, les dysfonctions diaphragmatiques, mais aussi les troubles psychologiques. Concernant les séquelles de la réanimation dans le temps, les patients en réanimation ont un risque élevé de développer une faiblesse musculaire au niveau des muscles respiratoires et au niveau des membres. Donc on retrouve une prévalence de 50%. Et ces atteintes musculaires et fonctionnelles vont augmenter en fait la durée de ventilation mécanique, la durée d'hospitalisation ainsi que la mortalité. Et leur impact à distance entraîne une perte d'autonomie avec une altération de la qualité de vie des patients survivant à 1 an et elle peut persister jusqu'à 5 ans après la sortie de réanimation. Donc, concernant la prévention et la rééducation de ces troubles, afin de réduire ces risques, nous savons en fait déjà que la réhabilitation précoce est importante dans les services de réanimation car elle permet une augmentation de la force ainsi que de la masse musculaire. Elle permet une diminution de la durée de ventilation mécanique, une diminution de la durée de séjour en réanimation mais aussi à l'hôpital. Et enfin, elle permet d'améliorer la fonction physique ainsi que la qualité de vie. Donc, après 1 an, on sait que les conséquences du Covid sont assez semblables à celles qu'on retrouve en réanimation, mais se démarquent sur certains points sur le plan respiratoire, moteur, psychologique et neurologique. Donc, concernant les séquelles et les recommandations, durant l'année, beaucoup de recommandations ont été publiées concernant la prise en charge kinésithérapique.
des patients Covid. Et dans chacune d'elles, on décrivait une prise en charge respiratoire et motrice de patients de réanimation. Après lecture de ces différentes recommandations, on a pu voir que les techniques utilisées ne différaient pas d'une prise en charge classique d'un patient en réanimation. Le seul point sur lequel cela différait était sur les protocoles d'hygiène. Alors, toujours sur les séquelles, je vais faire une petite introduction. Comme je travaille au sein d'un service de sevrage de ventilation artificielle, je me dois de faire un petit aparté sur la trachéotomie, car durant les différentes vagues du Covid, on a pu voir beaucoup de publications sur la pratique de la trachéotomie chez les patients Covid. De plus, nous-mêmes, au sein de notre service, on a pu voir qu'il y avait des trachéotomies qui étaient mises en place beaucoup plus précocement. Et il est vrai que les trachéotomies présentent beaucoup d'avantages et permettent une gestion plus facile du sevrage. Mais avec le virus, il y avait toujours une peur de la transmission en fonction du type de geste réalisé, que ce soit chirurgical ou percutané. Mais dans les différentes recherches, de grandes cohortes de patients se sont constituées. On a eu des infos quant au risque de transmission, mais pas d'informations concernant l'impact de la récupération avec une trachéotomie plus précoce. Concernant les séquelles respiratoires, on a beaucoup d'études encore qui ont été publiées sur le sujet, mais on va se pencher surtout sur 2 études en particulier. Donc, celle du Wu qui a été publiée au Lancet Respiratory Medicine, qui montre qu'à 12 mois après la sortie de l'hôpital, un tiers des patients présentaient des anomalies résiduelles de la fonction pulmonaire, la plus fréquente étant une réduction du transfert gazeux, et 24% conservaient des anomalies au scanner avec une potentielle fibrose. Et entre 3 et 6 mois, on observait une amélioration de la dyspnée et de la capacité d'effort dans le temps. Concernant l'étude du groupe Comeback, on retrouvait des résultats similaires. Donc 4 mois après la sortie de l'hôpital, on avait un petit pourcentage de patients qui présentaient encore des anomalies au scanner, sachant que les patients hospitalisés en réanimation présentaient les atteintes les plus importantes. 19% des patients présentaient des lésions fibrotiques et 16% des patients présentaient une dyspnée. Ensuite, concernant les séquelles neurologiques, ça a été majoritairement présent sous forme de troubles cognitifs. Une déficience cognitive a été confirmée chez 38% des patients qui ont été évalués après leur hospitalisation. Ensuite, concernant les séquelles psychologiques, on va encore se baser donc sur l'étude Comeback et sur une revue systématique. Donc, dans l'étude Comeback, on retrouvait chez 31% des patients des symptômes d'anxiété et des symptômes de dépression chez 21% des patients. Et le psychiatre Roger, donc la revue systématique, il s'est basé beaucoup sur les précédents virus, donc le SARS et le MERS. Et ce qui en ressort, c'est que au stade aigu du SARS, du MERS et du Covid-19, les signes évocateurs de délire sont fréquents. Et dans le cas du SARS, du MERS, après la guérison de l'infection, chez plus de 15% des patients, on retrouve des troubles multiples. Tels que la fatigue, l'insomnie, le stress post-traumatique, les rapports de souvenirs traumatiques, etc., etc. Donc là, par contre, je vais plus m'axer sur les séquelles motrices, donc qui concernent un peu plus. Donc concernant les séquelles motrices, on peut se baser sur 2 études rétrospectives observationnelles, c'est-à-dire celle de l'étude de Von ARD. Donc, dans cette étude, on observe que les patients reçoivent des doses de corticoïdes et de sédation très très importantes. Les patients faibles ont eu une ventilation prolongée avec un séjour plus long en unité de soins intensifs et des scores de mobilité plus faibles à la sortie de l'unité. Et les patients avec une sédation prolongée présentaient fréquemment des neuromyopathies de réanimation. Donc, au sein de cette étude, bien que la force se soit améliorée tout au long de l'hospitalisation, l'impact sur l'état fonctionnel est resté important. Et cette étude met en lumière les conséquences de la force musculaire après ventilation rigoureuse de protection des poumons, et elle souligne la nécessité d'un suivi des patients du Covid-19 après leur séjour en réanimation afin de leur proposer une rééducation adaptée dans l'espoir de réduire l'impact à long terme de ces séquelles.
La deuxième étude, dont l'auteur principal est le kinésithérapeute Clément Médrinal, montre qu'il y avait un lien entre la faiblesse musculaire des membres et donc le nombre de jours passés en position allongée, l'utilisation des catécholamines et le nombre de jours sous ventilation assistée, en particulier le mode VAC. Les patients présentant une faiblesse musculaire importante avaient des scores de ICU Mobility Scale, donc IMS, beaucoup plus faibles. Et malgré une kinésithérapie précoce, une forte proportion des survivants de l'étude Covid-19 ont développé une neuromyopathie de réanimation. Donc, dans cette étude, ce qui est important de souligner, c'est encore la nécessité d'essayer de diminuer l'utilisation de la ventilation mécanique invasive, d'augmenter l'intensité de la rééducation précoce pour prévenir la faiblesse acquise en soins intensifs chez les patients qui subissent de longues périodes de ventilation mécanique, anticiper le besoin de réadaptation après l'unité de soins intensifs, mais aussi améliorer le suivi post-unité de soins intensifs pour surveiller la faiblesse et son impact à long terme. Concernant la qualité de vie sur les séquelles, donc les conséquences de cette réanimation sur la qualité de vie et le pronostic fonctionnel à 1 an, une étude de cohorte multicentrique a été mise en place au sein de l'hôpital de Forcy, au sein de notre SRPR, et les retours sont actuellement en train d'être collectés et nous aurons les résultats à partir de fin juin. Donc, mon avant-dernière diapo, ça sera une ouverture sur la rééducation et la réhabilitation de ces symptômes. Donc, aujourd'hui, on manque encore de données, mais il y a des études qui guident l'intervention des kinésithérapeutes et qui soulignent en fait l'importance d'une réhabilitation respiratoire précoce. Celle de l'IU montre un réel bénéfice de la réhabilitation respiratoire avec une amélioration du VEMS, CVF, etc. et aussi un impact sur la qualité de vie et sur l'anxiété. Concernant les recommandations d'Agostini, on détaille très bien plusieurs protocoles de réhabilitation, tous construits sur les différents niveaux d'atteinte et de parcours du patient, que ce soit en aigu et aussi en réanimation et en post-réanimation. Donc, en conclusion, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que dans la littérature, on va avoir beaucoup d'études. On n'a pas encore assez de données. Il faut qu'on ait plus de recul vis-à-vis de tout ça. Et il y a beaucoup de comparaisons. Les revues systématiques, c'est majoritairement des comparaisons avec le SARS et le MERS. Et donc, on est en attente d'avoir plus de données et plus de recherches. Concernant la prise en charge clinique, donc elle ne va pas différer en fait, d'un patient classique en réanimation. Je parle d'un point de vue de kinésithérapeute. Donc, toujours une ventilation protectrice, de la mobilisation précoce, travail très important interdisciplinaire entre les infirmiers et les aides-soignants, ainsi que l'équipe médicale, et surtout axé sur la prise en charge psychologique, parce qu'on va avoir des patients, comme ça a été présenté dans le premier topo, on a des patients qui n'étaient pas souvent avec leur famille et qui n'avaient pas forcément de soutien, et ça, on s'est vraiment rendu compte durant la crise que c'était très important, et qu'en plus de ça, il fallait prendre des précautions supplémentaires au niveau de l'hygiène. Et concernant le personnel soignant, donc, on s'est rendu compte aussi qu'on avait besoin d'un personnel soignant spécialisé. Et surtout, ce qui est important aujourd'hui, c'est la reconnaissance des infirmières par la formation FIER. Enfin, concernant les patients, il faut vraiment qu'on ait une surveillance rapprochée et surtout dans le temps pour voir si on va avoir une évolution de la fibrose au niveau des scanners, au niveau de la dyspnée et au niveau de l'ensemble des troubles dont je vous ai parlé avant. Et enfin, savoir s'il y a une évolution de la pathologie et voir comment les choses évoluent. Voilà. Et je voudrais surtout remercier la SKR, la SARLF de m'avoir invitée et aussi mon partenaire et collègue Pierre Maffei qui m'a permis d'intervenir aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup.